24. Merci de nous rester fidèles, chers téléspectateurs de la chaîne de télévision Léonjo Léo. Nous sommes jeudi 22 février 2024 et aujourd'hui nous avons tous accueilli les messages de l'Union européenne à travers ambassadrice qui a été à Goma pour demander en tout cas que Kinshasa puisse faire le dialogue avec le Rwanda pour que la paix revienne au pays. C'est à ce sujet que nous invitons Strong Kaini. Il est politologue, mais également il est enseignant à plusieurs universités ici à Butembo. Strong Kaini, bonjour et bonne arrivée. Bonjour monsieur le journaliste, nous sommes là au rendez-vous. Oui, comment vous appréciez la tactique des combats dans les Rutshuru du côté de nos forces armées de la République démocratique du Congo? En fait, nous voulons tout d'abord encourager tous les Congolais qui, malgré ces affres de guerre et d'insécurité, continuent toujours à résister. Nous voulons aussi remercier les forces armées de la République démocratique du Congo de cet engagement et détermination d'arrêter cette avancée accélérée de nos ennemis. Nous voulons remercier aussi de même toute la population en bloc qui résiste sans se fatiguer, même si de part et d'autre nous sommes en train juste de vivre une situation de pression autour de nous, l'environnement qui ne nous laisse pas la liberté d'agir, l'environnement qui ne nous laisse pas la liberté de pouvoir parler, mais nous croyons qu'aujourd'hui les Congolais ont compris que la question demande une détermination et un sacrifice, mais aussi cette population doit savoir qu'aujourd'hui le destin de ce pays est entre ses mains. Avec vous, Strong Kaini, je rappelle que vous êtes en tout cas spécialiste en politique. Comment vous avez en tout cas accueilli l'ambassadrice des États-Unis a été à Goma. Et elle a échangé en tout cas avec le gouverneur militaire, mais à la fin, il a accordé une interview à la presse en demandant que, en tout cas, premièrement, elle a été en tout cas désolée de la situation que nous, Congolais, nous traversons ici à l'Est, mais également, elle a demandé en tout cas à Kinshasa de faire le dialogue avec le Rwanda pour que la paix revienne ici à l'Est de la RDC. Comment vous avez accueilli en tout cas ce message des États-Unis, mais également le message de l'Union européenne? En tout cas, toutes ces puissances demandent en tout cas que le dialogue soit entre Kinshasa et avec le Rwanda. En fait, c'est dans une forte désolation que nous avons accueilli cette exigence. Et ce n'est pas la première, mais c'est la énième, parce que au-delà même de ce qu'a dit l'ambassadrice des États-Unis quand elle est arrivée ici à Goma, elle a exigé à ce que le pays, la RDC, puisse négocier avec le Rwanda dans l'esprit de l'espace de Nairobi, c'est-à-dire du Kenya. Or, vous savez que c'est depuis aussi un certain temps que l'ancienne représentante du secrétaire général des Nations Unies, Zerugui, avait lancé aussi le même appel et avait exigé à ce que la République démocratique du Congo puisse négocier avec les ennemis. Mais aussi après elle, il y avait aussi celle qui est venue en remplacement des Zerugui, c'est Bintou Keïta. Elle-même aussi a exigé à ce que la RDC puisse aussi juste venir sur le même plateau et dialoguer avec le M23 et tout ce qui gêne la quiétude en République démocratique du Congo. Et même dans l'esprit de Luanda, il y a aussi le président Ankole lui-même aussi qui demande à ce que la RDC puisse céder et puisse négocier avec le Rwanda. Mais dans l'esprit de Nairobi, mais l'esprit de Nairobi, c'est quoi? Dans cet esprit de Nairobi, il y a la question tout d'abord à ce que le gouvernement congolais puisse aller à la même table avec le M23 et négocier. Alors la question qui se pose, c'est qu'à un moment donné, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Angleterre et voire même le reste du monde avaient déjà dit que le M23, comme aussi les autres groupes armés qui nous viennent de l'extérieur, sont des terroristes et jamais au niveau même du droit international, on n'a jamais ouvert un espace d'échange ou de dialogue, de négociation avec les terroristes. Alors, les cas échéants en République démocratique du Congo, comment peut-il servir maintenant des modèles ou peut-être d'une référence, d'une illustration ou d'un essai pour qu'on voit maintenant comment la RDC va devoir négocier avec les terroristes?
Donc, c'est une question que nous avons vraiment sur notre table pour essayer de discuter et ouvrir beaucoup d'autres horizons autour même de ce que nous appelons l'intention de cet impérialiste qui aujourd'hui exige à la RDC de négocier avec un terroriste. C'est une question qui doit nous attirer tous la curiosité. Au état qui est politologue Strong Kaini, pensez-vous que vraiment, si aujourd'hui au dialogue avec le M23, donc c'est le Rwanda, pensez-vous que vraiment on aura la paix à travers ce dialogue ou comment? Mais la paix sur laquelle nous on cherche la paix dans la souveraineté, si les questions de dire qu'on va devoir négocier avec les terroristes, c'est-à-dire d'une part on sera en train de perdre ce que nous appelons la souveraineté, d'autre part nous serons en train de perdre aussi la personnalité internationale parce que nous sommes un État indépendant, nous sommes un État souverain. Or, quand nous parlons d'un État, nous parlons tout d'abord de ses composantes. Nous voyons le territoire, nous voyons la population, nous voyons le pouvoir politique ou le pouvoir d'État. Ça, c'est dans les objets matériels de l'État. Mais quand nous parlons des objets qui sont abstraits, nous pouvons faire allusion à cette souveraineté ou à l'indépendance et voire même la personnalité internationale. Et selon l'article 5 de la Constitution, là, nous avons compris que l'État que nous vivons actuellement, qui est le nôtre, c'est un État souverain. Donc, il doit jouir de ses droits nationaux et internationaux au même titre que les autres États. Et maintenant, aujourd'hui, quand il y a de pression, quand il y a des exigences qui nous viennent de l'extérieur, comme intriguer notre souveraineté, et là, je crois que nous serions en train de perdre petit à petit notre souveraineté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si les États-Unis, si la France, si la Belgique, si l'Angleterre, voire même l'Angola, le Kenya et tout le monde autour de nous peut nous amener à nous anéantir dans le sens de céder à la pression de l'ennemi qui est en face de nous pour essayer de juguler certaines situations de la République démocratique du Congo. Au contraire, nous allons dire que nous voulons encore rentrer dans cette période de la barbarie où tout simplement la période de la sauvagerie où seulement la loi de la jungle règne. C'est-à-dire aujourd'hui, notre souveraineté nous amène à jouir de nos droits et de nos devoirs comme des citoyens. Et donc la participation citoyenne reste un cheval de bataille pour tous les Congolais. Mais il y a les terroristes, ces terroristes rwandais, en tout cas qui sont en train d'être renforcés d'ailleurs par les mercenaires. Et d'ailleurs d'autres ont été en tout cas placés à la petite barrière et à la grande barrière. C'est pour asphyxier Goma ou comment? En fait, cette question a une évolution. Elle a donc un point de départ et aujourd'hui nous sommes en train de vivre peut-être presque le crépuscule de cette réalité que nous vivons en République démocratique du Congo. Et vous allez juste comprendre avec moi et vous rappeler que depuis même les années 1885, lors de la conférence de Berlin, notre pays était un grand pays de l'Afrique centrale, avec le Rwanda, avec le Burundi, même l'Ouganda et voire même autres petits pays autour de nous qui étaient juste dans ce qu'on appelle l'Afrique centrale. Et c'est la RDC qui était le grand parti, le grand pays qui était donc visé dans tout cela. Et comprenez ensemble avec moi que de 1885 à 1908, le pays dont est question, la République démocratique du Congo, aujourd'hui, c'était une propriété privée à Léopold II. Et de 1908 jusqu'à 1960, ce pays était un pays sous l'esclavagisme ou sous tutelle de la Belgique, qui était notre métropole. Et vers les années 58, 59, 60, il y a eu une révolution et les citoyens congolais commençaient déjà à se réveiller et à demander à ce que les étrangers puissent sortir, puissent partir et nous laisser dans la souveraineté. Et c'est ce que nous appelons maintenant aujourd'hui l'indépendance. Et le pays était indépendant à partir de 1960 et 5 ans après, le pays a connu le premier coup d'État avec Mobutu. Mobutu, tout d'abord, est un capitaliste. Il est passé à juguler la situation par la terreur. Il a fait régner la terreur. À un moment donné, il a même égorgé tout ce qui était de la tendance socialiste à l'époque. Nous voyons les Pierre Moulele et les autres. Et il y avait eu aussi certains soulèvements. Et ces soulèvements sont venus et arrivés ici chez nous vers 1960, 63, 64, lors de la rébellion qui a déchiré tout le pays. Et là, nous allons voir les grands acteurs qui étaient de la tendance socialiste à l'époque. Nous voyons Laurent Désiré
Désiré Kabila, nous voyons Gaston Sounialo, nous voyons Antoine Gizenga et nous voyons beaucoup d'autres mercenaires, les gens Scram de l'autre côté, qui sont venus seulement pour essayer d'épauler les socialistes à l'époque, parce que Mobutu, dans sa casquette d'impérialiste, il était justement en train d'imposer un pouvoir sans partage en République démocratique du Congo avec son mouvement populaire de la Révolution MR depuis 1967. Et dans cette évolution, il n'a pas été question donc de laisser à ce que ce pays puisse être comme une province aux côtés, une province de cet impérialisme. C'est comme ça que même aux années 60, 80, 82, il y a eu certains soulèvements, certains nationalistes qui ont pris encore l'élan de venir en République démocratique du Congo, vouloir revenir et nous faire revivre encore la situation dans notre souveraineté. Là, c'est quand il y avait l'ouverture des guerres. MOBA 1, MOBA 2, vous continuez. L'UDPS est venu avec Étienne Tshisekedi de la tendance socialiste à 82 et c'était pour combattre seulement le capitalisme qui était dès lors et à cette époque-là soutenu par Mobutu dans notre pays. Et 10 ans après, il y a eu maintenant aussi la question qui était maintenant sur table, vouloir récupérer ce pays ou cette république ici de la main de cet impérialiste, et l'impérialiste qui était représenté ici par Mobutu, et lui qui était en train de dupliquer son pouvoir dans ses tendances. Il présente une tendance socialiste, une socialiste communiste et une tendance capitaliste, c'est là que même l'homme blanc trouvera que ses intérêts n'étaient plus sauvegardés et étaient menacés par cet homme de Mobutu, et il commençait déjà à les lâcher un peu petit à petit. Et donc la question ici de dialogue, c'est une question qui ne date pas d'aujourd'hui. Et même dans le parcours de ce pays, vous allez trouver que au-delà même de ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est que le Rwanda, l'Ouganda, la Tanzanie, le Kenya, l'Angola, et voire même les États-Unis, la France, l'Angleterre, et même toute l'Union européenne, c'est que tout ce monde-là sont en train de chercher pour ce qui est de nous amener à négocier et à dialoguer avec le M23. Ça, c'est une énième négociation qu'ils veulent organiser. Et c'est eux d'ailleurs qui présentent même le cahier de charge pour le M23. En soi, le M23 n'existe pas. Aujourd'hui, s'il faut parler du M23, allez au Rwanda, vous allez trouver que ce sont les Rwandais qui sont sur le terrain. Descendez sur le terrain, vous allez trouver que l'Ouganda a renforcé encore en hommes, à éléments, en matériel, à armure et en équipement le M23. Et quand on essaye de parler du M23, pourquoi le président de la République rwandaise, Paul Kagame, lui-même a proposé à ce que aussi le gouvernement congolais, s'il voudrait vivre la paix en République démocratique du Congo, il faut qu'il négocie. Et surtout qu'il est en train de plaider pour une ethnie, l'ethnie Tutsi. Il ne plaide pas pour le Rwanda, le Rwandais, mais il plaide pour les Tutsis uniquement. Une ethnie, effectivement, s'il faut dire que c'est une ethnie de la RDC, comment un président rwandais de notre pays peut venir parler de la souveraineté de notre État et donner même des propositions dans cet État-là, alors que le Rwanda n'a pas de territoire en République démocratique du Congo. Et donc, la question des négociations, elle date de longtemps. Nous avons assisté à cette question au niveau de San City. Nous prenons 99 avec, d'ailleurs, avant 99, 97 avec Mobutu et l'autre là, c'est qui est Laurent Désiré Kabila. Il y avait eu des négociations, des accords. Le RCD s'est transformé à M23. On est allé négocier. 1+4 est venu. Nous avons négocié avec CNDP de même. Au M23, nous avons négocié à un moment donné. Et voilà encore qu'aujourd'hui, qu'on veut demander à ce qu'on puisse négocier. Mais finalement, on ira où dans ces négociations? Pour dire que les intérêts des uns et des autres sembleraient être menacés. Et aujourd'hui ou demain, on n'entendra plus parler de ces négociations. Je crois que trop, c'est trop. Et aujourd'hui, les Congolais doivent maintenant prendre les taureaux par ses cornes pour enfin renverser la pyramide, aujourd'hui, qui est prise en otage. Alors, nous sommes en tout cas vers la fin de notre entretien. Strong Kaini, je rappelle aux internautes que vous êtes politologue. Mais à ce stade où nous traversons en tout cas une période de crise, une période de guerre, qu'est-ce que nous, Congolais, comme citoyens, nous, Congolais, comme militaires, nous, Congolais, comme politiciens, nous, Congolais, le chef de l'État lui-même qui est président congolais, qu'est-ce qu'on peut faire pour bouter dehors ces petits Rwandais, en tout cas, qui sont en train de nous malmener ici et là? C'est la question seulement de prendre conscience, la conscience patriotique et nationaliste, une question d'engagement, comme je l'ai dit juste au prologue, et une question qui intéresse toute la nation.
parce que c'est une question de la communauté, une question de la souveraineté. Si aujourd'hui la guerre persiste en République démocratique du Congo et surtout dans sa partie orientale, c'est parce que d'une façon géostratégique, on a compris par exemple à ça qu'aujourd'hui, tout un territoire aujourd'hui, ce territoire regorge de plusieurs matières. Et quand vous faites un peu une analyse approfondie, toutes ces matières-là sont en train d'être exploitées illicitement par ce rebelle-là et d'une manière indirecte par ces grandes puissances qui sont des tireurs de ficelles dans cette histoire ici de la guerre en République démocratique du Congo, qui sont des auteurs intellectuels de la souffrance et la misère que nous traversons actuellement. Et nous devons comprendre finalement que les États-Unis, parlons d'une façon globale de cet impérialisme, c'est l'impérialiste qui constitue la main prolongée du M23 aujourd'hui. Et ça passe par le Rwanda et l'Ouganda pour exécuter ce projet macabre que nous ignorons encore. Mais s'il faut dessiner en profil la carte, nous sommes en train de passer à une éventuelle annexion d'une partie du territoire à l'Ouganda et au Rwanda. Et nous croyons bien qu'à un moment donné, à défaut, on peut aussi passer à quoi? À la libération même de tous les grands territoires au profit d'un peuple que nous ignorons encore aujourd'hui. Et cette intention et esprit hégémonique est à la base même de la souffrance des Congolais. On égorge aujourd'hui au tu. Demain, on va devoir orchestrer toutes sortes d'antivaleurs en République démocratique du Congo, dans la partie orientale, c'est-à-dire dans la partie est où nous vivons, pour créer la terreur à la population, pour qu'elle fuit, qu'elle se déplace et qu'on y déverse effectivement une autre population que nous ignorons encore, ou qu'on continue justement à faire quoi? À exploiter même les matières et minéraux que nous avons d'une façon illicite et sans même aval de la République démocratique du Congo. Pourquoi et comment comprendre que seulement ce M23 ne vise que surtout le Massissi? Parce qu'aujourd'hui, la guerre fait rage au Massissi. Ce territoire est aujourd'hui en flammes. Ce territoire est aujourd'hui vidé de sa population. C'est parce qu'il y a à boire et à manger. Et pourquoi aujourd'hui? Il faut chercher à asphyxier seulement la ville de Goma. Et aujourd'hui, avec la vie que nous vivons, Goma n'est plus vivable. Goma est plein maintenant de déplacés. Goma est plein d'insécurité de même. Et Goma aujourd'hui règne et vit dans une incertitude et la crainte du lendemain. Et c'est là nous voulons seulement dire à tous les Congolais de prendre conscience. Le destin de ce pays est entre nos mains. Et nous remercions en passant tous les résistants patriotes qui sont sur le terrain et qui sont en train de se donner corps et âme, jour et nuit, matin, midi, soir, et se donner pour que ce pays recouvre encore sa souveraineté. Aujourd'hui ravi par cet homme blanc, aujourd'hui ravi par les pays de la sous-région, aujourd'hui ravi par les pays de la région. Alors nous voulons que tous les Congolais puissent multiplier cet amour attaché à sa patrie. Ce patriotisme soit maintenant une réalité aujourd'hui, parce que nous avons trouvé qu'à un moment donné, nous avons été distraits par des dictateurs qui sont passés et qui ont fait plus de 30 ans au pouvoir. Et c'était dans la façon de pouvoir tout laisser à l'homme blanc à l'époque. Mais aujourd'hui, la souveraineté est là. Avec l'avènement même de cet esprit de citoyenneté, la participation citoyenne doit nous caractériser tous. Chacun à son niveau. Journalistes, enseignants, ou même infirmiers ou commerçants. Tous devons consentir nos efforts et multiplier tout ce qui est stratégie pour la cohésion nationale, pour l'esprit patriotique et défendre notre patrie, la République démocratique du Congo. Et ne laissons pas donc ce pays aller en dehors de la souveraineté de la nation. Nous avons une constitution qui nous donne le pouvoir. L'article 63-64 l'article 63 est là, l'article 64 est là, et nous devons voir comment mettre en action et en œuvre ces articles-là. En tout cas, Strong Kaini du fond du cœur, nous vous disons merci d'avoir accepté, en tout cas volontairement, notre invitation sur la chaîne de télévision Léon Joléo. Un mot à quelques secondes aux Congolais vivant dans la diaspora. En fait, pour les Congolais qui sont dans la diaspora, il faut qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous sommes dans une peau qui nous fait très mal. Et il faudra que tous ces Congolais dans la diaspora puissent vivre l'empathie. L'empathie se venir dans notre peau, nous qui sommes sur le terrain, nous qui vivons les affres de guerre et d'insécurité, nous qui créons jour et nuit
nous sommes en train de traverser une situation invivable. Et à leur niveau, ils doivent comprendre que la guerre que nous menons aujourd'hui, c'est une guerre que nous devons ouvrir sous 3 phases. La première phase, c'est d'abord notre organisation politique Attaque Congolais nationaliste, au-dedans. La deuxième guerre, c'est la guerre militaire, que même nos forces armées de la défense et même de la sécurité doivent justement prouver certainement qu'ils sont aussi attachés à leur patrie. Et maintenant, la troisième ouverture ou la troisième piste, c'est vouloir appeler la diaspora à jouer une diplomatie là où ils sont, à mettre la pression, parce que nous savons que ces gens vivent dans des pays de ces puissances-là qui sont en train de nous en vouloir, qui sont en train de déstabiliser notre quiétude dans notre pays. Alors si là où ils sont, eux aussi peuvent faire une pression, mettre une pression, exercer une pression derrière ces grandes puissances et cet impérialiste, je crois que la guerre sera en train de prendre une ampleur mondiale et que d'un moment à l'autre, tant soit peu, nous pouvons encore laisser respirer l'accalmie ou bien l'air de la paix. Merci, en tout cas nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas en tout cas de vous abonner pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.